La meilleure façon de prédire votre avenir est de le créer non pas à partir du connu, mais de l'inconnu. La plupart de nos pensées et de nos sentiments proviennent de nos expériences passées, ils proviennent de nos souvenirs. En fait, votre cerveau est organisé de manière à refléter tout ce que vous savez dans votre vie. Votre cerveau est un registre de toutes les choses que vous avez apprises et expérimentées jusqu'à présent. C'est un artefact. Et lorsque vous êtes au milieu d'une expérience, tous vos 5 sens vous connectent à l'environnement externe. Et pendant que votre cerveau traite toutes ces données sensorielles vitales, toutes ces informations se précipitent vers le cerveau. Quand elles atteignent le cerveau, elles amènent des jungles de neurones à s'organiser en réseau, à se tendre en schéma, pour refléter leur interaction avec leur environnement externe. Au moment où ces neurones s'organisent en schéma, le cerveau fabrique une substance chimique et cette substance chimique s'appelle un sentiment ou une émotion. Ainsi, les expériences ont tendance à créer davantage de souvenirs à long terme en raison des modèles, des estampilles ou des gaufrages de réseaux de neurones dans des modèles très spécifiques. Et puis le quotient émotionnel nous aide à nous souvenir de l'événement. Donc nous apprenons quelque chose de nouveau intellectuellement, et nous avons également provoqué la formation de nouveaux réseaux de neurones. Le prix Nobel Campbell a découvert en l'an 2000 que lorsque les gens apprenaient une seule information, ils doublaient le nombre de connexions dans leur cerveau, passant de 1300 à 2600 connexions. Donc, s'ils ne revoyaient pas cette information ou ne la répétaient pas, les connexions se démontaient. Nous savons donc que l'apprentissage d'informations sémantiques commence à organiser les circuits du cerveau et les expériences enrichissent le cerveau. Le produit final de l'expérience, bien sûr, est l'émotion, et elle nous fait ressentir certaines choses. Vous pouvez vous souvenir de l'endroit où vous étiez le jour du 11 septembre 2001. Vous pouvez me dire avec qui vous étiez, l'heure de l'incident, ce que vous faisiez. Parce que ce que nous avons vu et entendu à ce moment-là a changé la façon dont vous vous sentiez. Et le moment où vous vous êtes senti altéré, où vous vous êtes senti différemment de manière significative. Votre cerveau s'est réveillé et vous avez prêté attention à ce qui a causé cela. Et cet événement, en soi, s'appelle un souvenir. Ainsi, la plupart de nos pensées et nos sentiments ont tendance à se situer dans les circuits neuronaux du passé, et dans les émotions du passé sur le plan chimique. Ainsi, si vous prenez une pensée ou le langage du cerveau, et que les sentiments sont le langage du corps, la façon dont vous pensez et dont vous vous sentez crée un état d'être. Ainsi, si vous combinez une pensée et un sentiment, et que vous avez une série de bonnes pensées liées à une série de bons sentiments, ce cycle de pensées et de sentiments crée ce qu'on appelle une attitude. Si vous avez une série de pensées négatives qui sont liées à des sentiments plutôt mauvais, vous direz « J'ai un mauvais état d'esprit aujourd'hui ». Donc, si la façon dont vous pensez et ressentez crée un état d'être, alors les états d'esprit ne sont que des états d'être raccourcis. Vous vous sentez bien le matin, vous vous sentez mal l'après-midi. Si vous prenez un état d'esprit, un autre, et que vous commencez à enchaîner les états d'esprit et les combiner, vous commencez à former ce qu'on appelle des croyances. Maintenant, une croyance est juste une pensée que vous continuez à penser encore et encore jusqu'à ce que votre cerveau en soit imprégné. Et parce que les croyances sont basées sur les expériences passées, alors les limites même de nos croyances sont ce que nous ressentons. Et donc, quand nos croyances sont remises en question, ça ne semble pas normal. Je sais, grâce aux recherches que nous avons menées, que la répétition des pensées et des sentiments et des pensées au fil du temps, par exemple une personne a une pensée d'insécurité, puis elle ressent un manque d'assurance, dès qu'elle se sent mal, elle a d'autres mauvaises pensées. Ils activent et connectent plus de circuits dans leur cerveau pour ressentir plus de substances chimiques d'insécurité. Et ensuite, une fois qu'ils se sentent en insécurité, ils pensent à plus de pensées d'insécurité. Ils font ça encore et encore. La redondance et la répétition de ce cycle au fil du temps conditionnent le corps à devenir inconsciemment l'esprit. Une fois que le corps devient l'esprit, cela s'appelle une habitude. Il s'avère que 95% de ce que nous sommes à l'âge de 35 ans est un ensemble d'habitudes, de pensées inconscientes, de comportements inconscients, de réactions émotionnelles inconscientes qui fonctionnent comme un programme informatique subconscient. Revenons donc aux croyances. Une attitude sont des états d'être raccourcis. Et vous les combinez ensemble. Puis une croyance. Puis le cycle des pensées et des sentiments au fil du temps crée un état d'être subconscient. Donc toutes les croyances sont des états subconscients de l'être. Nous avons des croyances sur Dieu, sur la spiritualité, sur la santé, sur les relations, sur l'amour. Et toutes ces croyances sont basées sur nos expériences passées. Mais la majorité de ces croyances, nous ne savons même pas que nous y croyons parce que nous pensons qu'elles sont vraies. Parce qu'elles ne fonctionnent pas principalement dans l'esprit conscient. Si vous prenez une croyance, et que vous les empilez ensemble, vous commencez à former ce qu'on appelle des perceptions. Les perceptions ont tout à voir avec les relations que nous entretenons, les choses que nous créons, les comportements que nous manifestons, les choix que nous faisons dans nos relations. Pourquoi est-ce important ? Parce que si les croyances sont des états d'être subconscients et que vous enchaînez les croyances, alors la plupart des gens voient leur vie à travers la lentille du passé, inconsciemment, et ils remplissent la réalité. Ils voient la réalité, ils la ressentent à partir de leur mémoire passée. Nous savons que c'est vrai parce que j'ai fait une expérience étonnante, où j'ai pris un groupe de personnes et je leur ai fait porter ces lentilles. Et les lentilles étaient divisées en deux. Et quand ils regardaient d'un côté, ils voyaient une couleur et lorsqu'ils regardaient de l'autre, ils voyaient une autre couleur. Et ils leur ont dit « Ok, bien,
Portez ces lunettes tous les jours pendant 2 semaines. Emmenez vos enfants à l'école, faites tout ce que vous faites au travail, allez faire du shopping, du sport, vivez votre vie. Au bout de 2 semaines, ils ont ramené ces personnes dans le laboratoire. Et ils ont dit « Regarde à gauche. Quelle couleur voyez-vous » « On ne voit pas de couleur. » « Regarde à droite. Quelle couleur voyez-vous » « On ne voit pas de couleur. » Cela veut dire 2 choses. Premièrement, les gens ne voient pas. Le cerveau voit. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ces personnes remplissaient leur réalité extérieure en se basant sur leur mémoire et leur cerveau. S'ils voyaient vraiment, ils verraient ces couleurs, non ? Donc, dans nos perceptions, nous superposons notre futur. Nous superposons le moment présent avec notre mémoire du passé. Et donc, cela commence à diminuer les possibilités. Et cela commence à fermer la façon dont nous pouvons commencer à naviguer et à fonctionner dans nos vies. Afin que nous puissions changer toute croyance ou perception sur nous-mêmes et nos vies, nous devons prendre une décision avec une attention aussi ferme que l'amplitude de cette décision, qui porte un niveau d'énergie qui est plus grand que les programmes câblés dans le cerveau et le conditionnement émotionnel dans le corps. Et le corps doit répondre à un nouvel esprit. En d'autres termes, le choix devient une expérience que la personne n'oublie jamais, parce que l'expérience interne commence à réorganiser les circuits de leur cerveau et à envoyer une nouvelle signature émotionnelle dans leur corps. Et à ce moment-là, la personne se libère du passé. Comment le pasteur dans le sud profond des États-Unis peut se mettre dans un état de foi religieuse et boire du vomitier et n'avoir aucun effet biologique? Ou la mère dont l'enfant est piégé sous la voiture qui soulève la voiture et sort l'enfant. La mère ne dit pas « Bon sang, je n'ai pas fait de sport en 2 semaines » ou « Je n'ai pas mangé des hydrates de carbone hier ». Elle n'est pas dans un état de polarisation, elle passe dans un état de certitude absolue. Et c'est l'énergie qui soulève cette voiture, parce que l'énergie est le phénomène épique de la matière. Et quand elle fait ce changement interne, son corps répond littéralement à un nouvel esprit. Ainsi donc, pour que nous puissions changer nos croyances sur la spiritualité, sur l'argent, sur Dieu, sur les relations, nous devons sortir de notre état de repos et l'expérience intérieure doit être transcendante, ou plus grande que toute expérience passée. Et c'est là que la biologie commence à changer. Passer de l'ancien soi au nouveau soi, c'est la mort biologique, neurologique, chimique, hormonale et génétique de l'ancien moi. Et la plupart des gens, quand ils se lancent dans l'inconnu et se sentent tellement mal à l'aise qu'ils ne peuvent pas le prévoir et retournent vers le connu, les gens me disent « Eh bien, je ne peux pas prédire mon avenir ». Et je leur réponds toujours « Eh bien, la meilleure façon de prédire votre avenir est de le créer, pas à partir du connu, mais à partir de l'inconnu. » Et ce vide, cet inconnu, est l'endroit parfait pour créer. Pourquoi est-ce dangereux ? Parce que quand vous vivez dans la survie, 70% du temps, il y a plus de chances de survie en fuyant l'inconnu qu'en embrassant l'inconnu, n'est-ce pas ? S'il y a un prédateur dehors et vous entendez quelque chose au coin, et que vous ne pouvez pas le voir, cet inconnu, vous allez fuir. Et ce n'est pas le moment de me faire confiance. Ce n'est pas le moment d'ouvrir son cœur. Ce n'est pas le moment de communiquer en disant « Viens petit ». Ce n'est pas le moment de faire ça. C'est de fuir. Vous ne ferez jamais confiance à l'inconnu dans cet état. Donc les gens vivent selon cet état émotionnel de survie. Ils ne voudront jamais s'aventurer dans l'inconnu, parce qu'ils ne peuvent pas prédire le futur. Donc ils préfèrent s'accorder à ce qu'ils ont. Il s'avère que ces émotions de stress sont très addictives. Elles nous donnent une poussée d'adrénaline, une poussée d'énergie. Les gens utilisent les problèmes et les conditions de leur vie pour réaffirmer leur dépendance à cette émotion. Ainsi, ils peuvent se rappeler qui ils sont en tant que personne. Donc si vos pensées peuvent déclencher une réponse au stress et que les substances chimiques du stress créent une dépendance, alors nous devenons dépendants de nos propres pensées. C'est donc en sortant de l'inconnu que la vraie grandeur se produit. Parce que c'est là que la personne commence à dire « Quelle pensée est-ce que je veux déclencher et câbler dans mon cerveau ? Quel comportement vais-je vouloir démontrer dans ma nouvelle vie ? Puis-je les répéter dans mon esprit ?» Et le simple processus de répétition mentale, la neuroscience commence maintenant à installer les circuits dans votre cerveau pour faire croire que l'expérience a déjà eu lieu. Vous apprenez à votre cerveau la carte du futur au lieu de l'enregistrement du passé. Et alors la vraie personne qui est dans le processus de transformation dira « Puis-je enseigner émotionnellement à mon corps ce que sera ce futur ? Puis-je commencer à embrasser la joie de ma nouvelle vie et leur corps alors que leur esprit inconscient commence à croire qu'il est dans le futur au lieu du passé ?» Maintenant, ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. On ne passe pas de l'ancien moi au nouveau moi. Cela nécessite un processus continu de changement de notre biologie. Mais je peux vous dire, en observant des personnes qui sont guéries de problèmes de santé très graves, qui se sont guéries de cicatrices assez difficiles du passé, qui ont surmonté des dépendances, qui ont créé de nouvelles opportunités, de nouveaux emplois et de nouvelles relations, et une nouvelle vie ont dû traverser cette rivière, et c'est à ce moment-là qu'ils sont littéralement, d'un point de vue biologique, une nouvelle personnalité. Et votre personnalité crée votre réalité personnelle. C'est tout. Et votre personnalité est constituée de la façon dont vous pensez, dont vous agissez et dont vous vous sentez. Ainsi, la personnalité actuelle qui est assise ici aujourd'hui a créé la réalité personnelle actuelle appelée leur vie. Ce qui signifie que si vous voulez créer une nouvelle réalité personnelle, vous devez changer votre personnalité. Et cela signifie que vous devez commencer à réfléchir à ce à quoi vous avez pensé et à le changer. Examinez vos habitudes et comportements inconscients. Ce que vous dites, ce que vous faites, prenez-en conscience et changez-les.
et regardez les émotions qui vous ont gardé ancrées dans le passé et décidez si ces émotions ont leur place dans votre avenir. Je pense que le plus gros problème est que la plupart des gens essayent de créer une nouvelle réalité personnelle en étant la même personnalité. Et ça ne marche pas. Ainsi, lorsque nous commençons à démystifier ce phénomène, la personne commence à se dire « Oh mon Dieu, la maladie dont je souffre est liée à cette personnalité. Est-il possible que si je change ma personne, tout comme une personne souffrant d'un trouble de la personnalité multiple qui a une analogie avec les bas nylons dans une personnalité et un diabète de type 1 dans une autre, est-il possible que si je change de personnalité, la maladie existe dans l'ancienne personnalité et que je sois littéralement quelqu'un d'autre? Est-il possible alors, d'un point de vue biologique, qu'il soit guéri et changé? Donc, pour répondre à la question, c'est difficile, parce que nous sortons d'un moule biologique. C'est difficile parce que la plupart des gens ne savent pas qu'ils ont à leur portée tous les outils pour le faire. Parce qu'ils ont, numéro 3, été conditionnés à un certain niveau pour croire que la nouvelle coiffure ou le nouveau type de bière qu'ils vont boire ou la voiture de sport ou quoi que ce soit va changer leur état. Et c'est de l'hypnose. Quand j'ai écrit le placebo, vous êtes le placebo. La plus grande chose que j'ai retenue après avoir écrit ce livre, c'est à quel point ils sont vraiment hypnotisés et programmés. Et cela m'a dérangé depuis que j'ai écrit ce livre parce que les gens observent des choses dans leur environnement extérieur et ils acceptent de croire en se rendant à ces informations sans aucune analyse. Et ils sont programmés. Et donc, quand vous et moi commençons à nous réveiller et à dire non à ces programmes, et que nous commençons à penser que nous sommes peut-être un peu plus illimités qu'on ne le croit, et ce n'est pas motivé par le profit ou l'intérêt personnel, mais les gens commencent à se réveiller et à dire « Eh, je me suis guéri de cette condition, je me suis guéri de la maladie de Parkinson, je me suis guéri du lupus, je me suis guéri du cancer, je me suis guéri de la polyarthrite rhumatoïde, je me suis guéri de douleurs chroniques, je me suis soigné avec des allergies alimentaires. » Ou encore, oui, j'ai été abusé durant mon enfance. Oui, c'est vrai, j'ai été battu par un père violent. Et j'ai vécu dans la vulnérabilité et la peur pendant les 25 dernières années. Mais cette peur a alerté le mauvais gène, et j'ai développé cette maladie génétique. Les médecins ont dit que je n'avais aucun moyen de guérir. Mais quand j'ai surmonté cette peur et que je m'en suis libéré, j'ai commencé à signaler de nouveaux gènes. Et de nouvelles manières, et cette maladie n'existe pas. Laissez-moi vous dire que si vous écoutez l'histoire de cette femme et que vous entendez toutes les épreuves qu'elle a traversées et comment elle s'est surmontée et a atteint un tel niveau de plénitude et de satisfaction de soi qu'elle ne se souciait pas du tout de savoir si elle avait la maladie. Et c'est à ce moment-là que celle-ci a disparu. Et si vous écoutez cette histoire, cela vous donnera la permission, à un certain niveau, de faire la même chose. Vous voyez quelqu'un qui danse bien la salsa, vous danserez mieux la salsa. Si vous voyez quelqu'un frapper une balle de golf comme Rory, vous frapperez mieux la balle de golf. Vous voyez quelqu'un mener leur vie avec amour et compassion, vous mènerez votre vie avec amour et compassion. Vous voyez quelqu'un monter sur scène devant 500 personnes et raconter comment elle a vaincu son cancer après le suicide de son mari et les 3 années qu'il lui a fallu pour y parvenir. Vous serez inspiré par le fait que c'est possible pour vous. Il faut donc que cela commence par une nouvelle conscience, et que ce soit les gens ordinaires qui fassent ce qui n'est pas commun. Et je crois que vous n'avez pas besoin d'être un moine bouddhiste, ni une nonne avec 40 ans de dévotion, ni un savant religieux, un chercheur ou encore avoir un doctorat pour faire ça. Les gens ordinaires du monde entier peuvent faire ce qui n'est pas commun, si on leur donne la bonne compréhension et si l'environnement est mis en place pour qu'ils puissent commencer à l'appliquer. Et j'ai examiné plus de 1000 scans cérébraux, de personnes en méditation, et je peux vous dire que vous et moi sommes à notre meilleur niveau absolu lorsque nous dépassons notre esprit analytique, lorsque nous nous dépassons. C'est à ce moment que le cerveau devient si organisé et si cohérent. L'avant du cerveau parle à l'arrière du cerveau. Le côté droit du cerveau communique avec le côté gauche du cerveau. Il y a cette synchronisation, cette union psychique qui se produit dans le flux. Et la personne a des larmes de joie qui coulent sur son visage. Ce moment de gestalt, cet événement transcendant pour la personne est complètement subjectif. Mais ce qui m'intéresse, c'est de mesurer cette expérience subjective et de capter des amplitudes d'énergie dans le cerveau des gens qui sont 260 à 400 fois supérieurs à la normale pendant cette expérience. Ils ne peuvent pas forcer leur cerveau à faire ça. C'est ce qui leur arrive. Et l'événement intérieur qui leur arrive est plus réel que tous les événements passés. Et c'est à ce moment-là que je sais que leur croyance est en train de changer.